une des stratégies de Trump, c'est que, comme je disais, c'est qu'il ne contrôle pas une grosse partie du militaire. Il ne contrôle pas une certaine partie du militaire, mais certainement une très grosse partie des agences d'espionnage, il ne les contrôle pas. Donc, souvent, à titre de président, il va prendre sur lui des actions qui ont été faites par la CIA parce que c'est théoriquement les États-Unis qui font ça. Et il va le prendre sur lui, mais il va retourner la balle contre la CIA à ce moment-là. Et quand on parlait justement qu'il voulait que les troupes allaient chercher le pétrole en Syrie, là, entre autres, là, pour moi, c'est un geste exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il ne contrôle pas l'OTAN qui est là-bas, qui est sur place, et la CIA qui est là pour. Donc, il les dénonce ouvertement en disant oui, on va là pour le pétrole et j'aimerais beaucoup qu'Exxon vienne avec nous chercher le pétrole. Tu sais, je veux dire, c'est infâme là, comme approche, mais en même temps, ça vient dénoncer la réalité sur ce qui est en train de se passer là-bas. Et pour moi, un autre exemple dont on n'a pas parlé encore par rapport à ça, c'est l'assassinat de Soleimani. Soleimani, tu sais, Trump a accepté d'être accusé pour l'assassinat de Soleimani, puis il dit oui, on l'a bombardé avec un missile, des hélicoptères et tout et tout. C'est moi qui ai fait ça. Mais si on regarde la réalité, c'est qu'il y a des Russes qui étaient sur place, qui ont pris des photos. C'est à Bagdad, à l'aéroport de Bagdad. Et toutes les photos démontrent, hors de tout doute, que ce n'est pas un missile qui a fait le travail, c'est une bombe sous les véhicules. Parce que ce que les photos démontraient, c'est que sur les cadavres, c'est que les jambes étaient parties. Et que le haut des corps était complètement déchiqueté, mais les jambes de tout le monde étaient parties. Donc, le missile, je suis désolé, mais il ne frappe pas sous le véhicule. Le missile frappe en haut du véhicule. Donc, ça veut dire, pour moi, ça voulait dire beaucoup. Ça veut dire que, premièrement, c'est pas Trump qui a fait le coup, mais le fait qu'il prenne le blâme sur lui, pour moi, ça démontre beaucoup sa capacité de résilience sur des cas comme ça, où il ne contrôle pas, mais il va prendre le blâme sur lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais c'est tout à fait intelligible. Moi, je suis juste pas d'accord en disant que Trump, essentiellement, c'est une bouche qui prononce des discours et une main qui signe des décrets, mais son libre arbitre, pour moi, est extrêmement faible en tant que personnage avec un ego, tu vois. Mais je vois pas comment est-ce que lui seul aurait pu assumer ça dans le but d'exposer les auteurs. Tu vois, pour moi, c'est extrêmement alambiqué, pour pas dire capillotracté. Ça, c'est vraiment cette stratégie. Me semble, s'il y avait eu tout un rebondissement après dans les médias, c'est-à-dire que ça aurait fait un scandale d'État, ou quelque chose comme ça. Moi, globalement, on va synthétiser, mais l'establishment était grosso modo dans une assez bonne mesure derrière cet acte. Oui, et après, on est passé à autre chose. Il n'y a pas eu de scandale d'État, il n'y a pas eu de truc. Voilà, c'est passé relativement crème en vérité. Heureusement qu'il y a eu après une diplomatie. C'est pas pour faire mon russophile primaire, mais il y a eu une grosse diplomatie côté russe pour essayer de faire de la camille, parce que ça commence à chauffer sévère côté Iran-USA, ce qui est assez redondant d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en Iran, il y a une partie de l'Iran, je dirais, qui est qui est effectivement infiltrée par la cabale, et il y a une autre partie de l'Iran qui est, à mon sens, très positive, et qui a quand même fait le job avec les Russes, avec la Chine, plus en coulisses, mais avec le Hezbollah aussi, pour purger Daesh de Syrie. Donc, quand certains, je suis désolé, je vais me permettre d'envoyer une mini pique, mais quand certains disent que l'Iran est essentiel et en toute entité tenue par la cabale, lui appelle ça l'État profond, qui essentialise l'Iran en une phrase, j'ai envie de dire quand même un petit peu de discernement, et l'histoire récente montre que l'Iran a quand même fait, en tout cas la partie positive de l'Iran a fait le café pour essayer de purger Daesh de Syrie, quoi. Ils ont leur intérêt, etc. et tout, mais les actions, voilà. Ce que les gens comprennent assez rarement de l'Iran, c'est qu'il y a effectivement une grosse partie qui est infiltrée par la cabale. La position de l'Iran est unique par rapport à plusieurs pays comme la Russie, qui, elle, n'accepte pas le système financier mondial. C'est que le côté infiltré de l'Iran
n'est pas avec Wall Street, mais beaucoup, beaucoup avec les banques européennes. Donc, avec les Rothschilds qui, eux, essayent de relancer à travers la Chine le World Order, là, par le Oriental World Order maintenant. Mais donc, ça, la partie de l'Iran qui est très, très pro-cabale, c'est une pro-cabale européenne. C'est pour ça que dès qu'on a parlé d'instaurer le système de paiement Instex au lieu de SWIFT pour les règlements du pétrole iranien, puis donc, on transigeait en euros et non plus en dollars. Ben, l'Iran était ouf, on y va, là, on y va full pin. Mais donc, on se rend compte qu'eux favorisent un retour des banquiers européens et donc de la City et au détriment des banques américaines. Ça, c'est une chose aussi, des banques internationales américaines qui sont en charge, eux, plus du SWIFT. Mais par contre, c'est ça, il y a le côté des gardes révolutionnaires, Soleimani, qui, eux, on parle d'indépendance réellement et d'indépendance économique par rapport à toutes les cabales. Et donc, d'après moi, ce qui est arrivé dans le cas de Soleimani, c'est la partie Deep State de l'Iran qui l'a éliminé, simplement. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Donc toi, tu dis que Soleimani faisait partie du Deep State? Non, qui a été éliminé par le Deep State iranien. Parce que certaines personnes disent que Soleimani faisait partie du Deep State, etc. Bon, j'ai eu des choses un peu contradictoires, mais moi, je le ressens pas comme ça, quoi. Moi non plus. Il était plutôt sur des trucs assez diplomatiques qui portaient vers des choses positives, quoi. Ouais, bon, je suis pas un expert du sujet, mais je penche plutôt vers ça en ce moment. Je fais vraiment une petite digression parce que tu as dénoncé l'infiltration des Rothschild en Chine. Alors, je suis pas encore un expert, mais ça me parle dans une certaine mesure parce que c'est vrai que les Rothschild sont profondément infiltrés en Chine, notamment depuis qu'ils ont réussi à gagner la guerre de l'opium au 19e siècle. Shanghai. Voilà, où ils ont installé leur QG à Hong Kong. Hein. C'est là où ils ont leur QG en Chine. C'était Shanghai à l'époque, mais maintenant, le cheval de Troie des Rothschild, c'est Hong Kong. C'est Hong Kong, tout à fait. Mais c'est pas eux qui sont le plus dangereux en Chine. Hein. Pour moi, ce sont vraiment les jésuites qui sont encore plus fondément infiltrés dans l'armée, dans la société civile, et dans tout le tissu économique chinois. Et c'est pas pour rien qu'on voit toute la dystopie en Chine actuelle avec l'aspect orwellien, reconnaissance faciale, les masques, etc. Tout le crédit social, ça c'est vraiment une volonté et un agenda jésuite. Et c'est depuis le XVIIe siècle où il y a l'empereur King Kangxi, alors je ne sais pas si je le prononce très bien, mais qui a invité les jésuites et qui les a permis de s'infiltrer en Chine. Voilà, où il y a eu une grosse guerre entre les jésuites et ce qu'on appelle les familles de dragons anciennes chinoises, enfin asiatiques, surtout les dragons rouges et les dragons blancs, pour ceux que ça parle et qui connaissent un peu Fulford, même si je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit. Voilà, donc c'est vraiment les jésuites qui sont extrêmement influents et dangereux en Chine.